Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Pascal Priou, secrétaire national de l'UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à Mayotte depuis quelques heures seulement, une visite de 3 jours durant laquelle des rencontres sont prévues, notamment avec le préfet Seymour Morsi. Alors quelles raisons ont motivé votre venue et quelles sont vos attentes? On en parle avec vous dans quelques instants. D'accord. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors vous allez nous emmener du côté du port de Longoni avec encore et toujours ce conflit portant sur la manutention. Alors qu'on croyait les choses s'arranger, semblaient s'arranger les choses, on l'a vu il y a quelques jours. On assiste aujourd'hui à un nouveau rebondissement. Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 24 février. L'insécurité et les cambriolages nuisent de plus en plus sévèrement à une économie locale déjà en difficulté. Certains sont aujourd'hui contraints de fermer boutique pour avoir tout perdu suite à des vols à répétition. Les patrons tirent donc la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Explication. Le traditionnel bac blanc a débuté depuis quelques jours dans l'ensemble des établissements du territoire. Un exercice particulier puisqu'il fait office de dernière répétition avant l'épreuve finale qui se déroule au mois de juin. Nous sommes ainsi partis à la rencontre des élèves du lycée Bamana pour connaître leurs sentiments sur cette épreuve. L'école élémentaire annexe située dans le chef-lieu célébrait son carnaval ce matin. Un défilé haut en couleurs, synonyme de joie et de bonne humeur à 2 jours des vacances scolaires. Rencontre avec ses petits papillons, tortues et autres sirènes à la fin de cette édition. On ne cesse de le répéter, l'insécurité est omniprésente à Mayotte et aujourd'hui de nombreuses entreprises en font les frais. En effet, les cambriolages se multiplient et donnent souvent lieu à des pertes considérables. Conséquence, les procédures de chômage technique s'enchaînent, des vols à répétition qui n'arrangent rien, surtout dans un contexte économique déjà mis à mal. Alors ce matin, le vice-président du MEDEF était sur notre plateau pour confirmer cette tendance. Toutes les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. À Mayotte, si certains vivent de leurs entreprises, d'autres vivent de leur cambriolage. De plus en plus structurés, les vols sont quotidiens sur le département et les sociétés en paient directement le prix. L'insécurité n'est plus un secret de polichinelle, mais pour le vice-président du MEDEF, cette situation ne peut plus durer. Je considère qu'on est plus que dans l'état d'urgence. Oui. C'est-à-dire on est dans une situation où on a dépassé le point limite de l'acceptable. En termes de sécurité, on prend l'exemple de ma société, Imprima. Nous avons été cambriolés à 3 reprises en 2 mois, enfin 1 mois et demi, avec dernièrement un vol de 7 ordinateurs qui a paralysé la production jusqu'à aujourd'hui. Puisque nous on a deux systèmes, on a un système numérique et un système traditionnel. Le système traditionnel est paralysé et ça nous a obligés à mettre 14 personnes au chômage technique. Si l'impact économique semble incontestable, les solutions peinent à être trouvées, même si Christophe Pérez évoque la piste d'une justice plus sévère. La réponse passera de toute manière par l'exemplarité de certaines peines. Parce qu'aujourd'hui, La solution, c'est ça, c'est une justice plus dure. On a ici, attends, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça fait un gros quoi? Ça fait plusieurs années qu'on essaye la prévention, non? Il me semble. Hein. Donc si ça marchait, ça se saurait. A priori, ça ne marche pas tout à fait. En tout cas, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Donc il faudrait peut-être commencer à penser à autre chose. Il est temps. Tout le monde semble avoir son avis pour lutter contre la délinquance, tandis que chacun y va de son coupable pour expliquer les sources du fléau. Ushongano mwingi mauribandi mazomana yatu madeleka rahana wanasao maana wadu wafundisha safike kausujua safike kausujua wa intervene na wanasao maana wadu wafundisha udeleka ti entreprise isubala seraza wana haki kula katwaenda no APS wa no zombo no zaibwa na zombo zo pesa msapere bana mkini kulabanga utepara rangu mbarazo tapia nyumba za to dizo zina ordinateur wa grevese de wa release la shtebali nema mazomana susijua tro kai kamba ka susijua beka sa elewa rahijihada waseder jihada na fusiatu wasupia maurebani wasiwa nafiki. Les causes de la délinquance sont multiples et ne datent pas d'hier. Mais aujourd'hui, l'objectif ne semble plus d'identifier des responsables, mais de combattre véritablement le problème. Il en va de l'équilibre social et économique de l'île.
La séance plénière du conseil départemental a bien eu lieu hier, malgré un démarrage retardé par les chefs d'entreprise en colère. 12 rapports étaient à l'ordre du jour, mais l'un d'entre eux a particulièrement retenu l'attention, bien qu'il ait été retiré dès l'ouverture de la séance. En effet, le rapport relatif à l'organisation générale des services du conseil départemental a donné lieu à de vifs échanges, des échanges sur lesquels Daniel Zaidani est revenu ce matin sur le plateau de la matinale. Un sujet signé Pierre Bellucci et Adèle Laurent. La future réorganisation générale des services du conseil départemental fait beaucoup jaser depuis plusieurs semaines. En dépit du retrait de ce dossier hier lors de la séance plénière, les débats ont été ouverts, laissant entrevoir, selon l'opposition, une véritable chasse aux sorcières. Pas du goût de l'ancien président donc, une nouvelle fois très sceptique hier lors de l'examen des rapports. Dans le rapport qui nous est présenté, il y a 2 phrases qui m'ont marqué. La première, c'est le conseil général est rempli de directeurs qui n'ont pas les compétences. Point d'interrogation, laissant entendre finalement que les personnes qui occupent les postes actuellement ne sont pas compétents. Ben, d'accord. Deuxième phrase, au sein du conseil général, il y a des compétences et il faut faire en sorte que ces personnes-là soient finalement au bon poste. C'est le sous-entendu clairement annoncé. Donc on comprend que finalement il va y avoir une valse importante. Daniel Zaidani va plus loin et accuse les élus de la majorité de placer leurs sympathisants aux postes les plus importants, au détriment des compétences requises pour officier. Lorsque on argue la nécessité d'avoir un conseil départemental qui aille mieux et qu'on constate que dans les premières décisions d'affectation des agents, que finalement, lorsqu'on regarde, comme je l'ai dit en séance hier, qu'il y avait une vacance au niveau de la direction de communication, on regarde qui a été affecté, on s'interroge. Lorsqu'on regarde au niveau de la direction et jeunesse et sport, on regarde qui a été affecté depuis moins d'1 an, on s'interroge. Pourquoi on s'interroge ? Parce qu'on voit bien que les personnes qui ont été désignées sont des candidats déchus, perdants aux élections départementales issus de la droite. Donc en fait, on place les perdants ? On récompense. Souabahadine Ibrahim Ramadani a cependant tenu à rassurer quant à la procédure employée, précisant au passage que les départs ne seront effectifs qu'au 1er mai et que les choix ne s'étaient opérés qu'après un audit dans la plus grande impartialité. Mais l'élu de Pamandzi craint que le jury ne soit pas constitué de manière impartiale et que par conséquent, les choix soient eux aussi impartiaux. Il réclame donc l'intervention d'un cabinet extérieur. Vous pensez sérieusement que les 33 directeurs qui vont être remplacés seront sélectionnés selon leurs compétences professionnelles ? Je rigole. Mais je rigole. Dans le jury, vous allez mettre 2 élus de la majorité, le président avec son DRH à lui ? Non mais je rigole d'avance, qu'on arrête de prendre... Les agents sont conscients de ce qui va se passer. Si vraiment ils veulent faire une transparence absolue, qu'on recrute un cabinet extérieur, qui fasse ce que le cabinet extérieur en métropole, éventuellement, qui n'a aucune attache avec les agents qui sont au conseil départemental, fasse une évaluation des candidats et affecte. Mais là, aujourd'hui, celui qui fait les évaluations en premier lieu, c'est le président. Le dernier mot, ce sera le président. Lors de la prochaine séance plénière, le sujet devrait une nouvelle fois revenir au goût du jour, avec cette fois le nom des nouveaux agents et autres DGA. Il sera alors possible de juger de la bonne foi des uns et des autres. Hier, en marge de la séance plénière et du mouvement de grogne qui a mené à la baisse du taux d'octroi de mer dans le BTP, le président de la FMBTP a annoncé sa démission. Son avis défavorable quant à la participation des membres du syndicat au mouvement semble l'avoir poussé vers la sortie. S'il reste toutefois membre du conseil d'administration, la présidence, elle, aujourd'hui, reste vacante. Il était sur notre plateau ce matin afin d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix. On l'écoute lors de la matinale de Kwezi. Ce qui s'est passé hier, c'est que c'est la raison donc de ma démission, c'est que les membres du CA, donc du BTP, et également de bureau, puisque le premier vice-président donc de la FMBTP, c'est le directeur de la COLAS et ETPC. Et ETPC était présent. Il y a eu donc des réunions préparatoires pour faire cette manifestation. Moi, je n'étais pas invité. Était organisé par Thierry. Moi, je n'étais pas invité
KPEB n'était pas invité, CGPME n'était pas invité. Je pense que là, on a manqué de stratégie. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on va déplacer le problème de l'octroi de mer ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Qui est gagnant? Je ne sais pas. Alors Pierre, un mot sur cette démission? Écoutez, il a expliqué un peu ce matin voilà, que finalement il n'était pas favorable lui à ce mouvement. Il a expliqué également qu'il y avait déjà eu des pourparlers et que de toute façon, quoi qu'il arrivait, il y allait avoir une marche arrière qui allait être faite par le président du conseil départemental. Donc il ne voyait pas vraiment l'intérêt de ce mouvement. On voit qu'il y a un peu du rififi aussi entre les différents syndicats patronaux. Donc voilà, il a démissionné. Il reste tout de même dans le conseil d'administration de la FMBTP. En tout cas, c'est tout à son honneur voilà, d'avoir démissionné puisqu'il n'était plus suivi par une partie des membres de son syndicat. Alors, autre sujet sur lequel on attend beaucoup le conseil départemental, c'est ce conflit au port de Longoni avec un rebondissement. Oui, alors effectivement, une journée très mouvementée. Il y a une réunion ce matin entre la direction de MCG et la direction de la Smart. Ça s'est pas très bien passé. On sait que depuis samedi, le manutentionnaire historique attend ce fameux agrément qui doit être délivré par le délégataire, donc en l'occurrence MCG. Ça n'a toujours pas été fait. Et puis aujourd'hui... Quelle raison ? Alors ça, pour quelle raison on ne sait pas vraiment. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les accords qui avaient été signés au mois de décembre, qui ont été confirmés et où Idanel s'était engagé à délivrer cet agrément et donc à respecter ces accords, le 11 février, lors du dernier conseil portuaire. Aujourd'hui, elle a présenté une nouvelle convention. Elle a demandé à la société Smart de signer une nouvelle convention remettant donc en cause ces accords. Bien entendu, la société Smart a refusé, la direction a refusé catégoriquement. Elle en appelle aujourd'hui au conseil départemental, notamment par le biais de son directeur général des services, le DGS Jean-Pierre Salinière. Un mail a été envoyé, lui a répondu expliquant qu'il prenait note, qu'il allait rappeler la société MCG Idanel à ses devoirs afin que voilà, elle délivre cet agrément. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un nouveau rebondissement dans cette affaire qui n'en finit plus, dans ce conflit qui dure. Et puis et ce collectif de la Smart? Tout à fait. Alors le collectif de la Smart, eux, montent au créneau. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi un collectif de citoyens qui défendent à la fois la direction et les salariés de la Smart, qui une nouvelle fois s'attaquent à Idanel en expliquant que voilà, c'est une nouvelle fois de la malhonnêteté, qu'elle veut absolument démanteler la société Smart, en tout cas prendre le pouvoir sur le port. Et effectivement, il y a une newsletter aujourd'hui qui est la newsletter du mois, qui est parue de la part de MCG. Et MCG montre des photos des premières actions de manutention sur le port de la part de MCG. On y voit aussi la baisse des tarifs. Donc voilà, c'était un communiqué un peu de promotion aussi des activités de MCG qui a dû très mal passer étant donné ce qui s'est passé. Pour certains parlent de provocation, on parle de perfidie, de malhonnêteté de la part d'Idanel. Donc voilà, on voit que le conflit recommence encore et toujours. Donc aujourd'hui, la Smart appelle clairement le conseil départemental à trancher, à prendre une décision claire. Et puis on va voir exactement ce qui se passe, mais c'est un peu compliqué aussi parce qu'elle est le délégataire, et Idanel, elle a la DSP, elle la possède. Cette DSP, c'est une convention terminale, comme elle l'a rappelé plusieurs fois, ce qui lui permet de faire tout ça, qui lui permet de faire la manutention, même si elle n'a pas l'agrément, puisque ça lui a été refusé encore une nouvelle fois lors du conseil portuaire. Mais elle est dans son droit, elle le sait, et effectivement... Ça reste compliqué, Pierre. Ça reste très compliqué, on a même du mal à suivre parfois, parce qu'on pense que tout est réglé, et puis finalement, en quelques minutes, en quelques heures, on repart, on a l'impression, à zéro, et ça n'en finit plus. Voilà, on tourne en rond. Donc maintenant, effectivement, on va voir ce qui se passe et ce que disent les autorités. On sait aussi que le conseil départemental, de son côté, est en train de noter toutes les irrégularités. Ça peut en faire partie une nouvelle fois, cet agrément qui n'est pas délivré, afin éventuellement de casser la DSP. Est-ce qu'on se dirige vers ça? Peut-être. Affaire à suivre donc. Et depuis plusieurs jours, les lycéens planchent sur les épreuves du bac blanc. Au lycée Bamana, 700 élèves en classe de terminale passent des épreuves orales et écrites pour se préparer au baccalauréat qui se déroulera en juin. Un moment important pour les élèves qui peuvent ainsi jauger leur niveau et les efforts à fournir pour atteindre le Graal en fin d'année. Reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Au lycée Bamana, près d'une trentaine de classes sert actuellement au déroulement des épreuves du bac blanc.
Les étudiants passent les différentes matières avec beaucoup de sérieux et de concentration sous le regard bienveillant de leurs professeurs qui profitent de l'occasion pour leur donner quelques conseils car le bac blanc constitue le meilleur entraînement qui soit avant le grand bal du mois de juin. Entraînement bien équilibré, sawa na tulisifanya klasini donc tsorongo nationale qui tsoka ndiro nguvu bavo ntongo tsoka sawa par rapport na zone klasini. En littérature, on a deux questions et il y en a une qui traite sur l'œuvre et une sur l'œuvre en général. Et donc voilà, il fallait vraiment lire le livre pour pouvoir répondre à une des questions. Baccalauréat économique et social, littéraire, scientifique ou technologique, quelle qu'en soit la filière, l'épreuve représente un moment important. À cette occasion, le lycée Bamana a souhaité tout mettre en œuvre pour que ces épreuves se déroulent de la meilleure des manières. C'est évidemment tous les élèves de terminale, on a 25 classes de terminale. Oui, une préparation psychologique. Bon, il faut que les élèves, bien sûr, se mettent dans l'idée que ce bac il est extrêmement important et que pour le réussir, c'est comme pour les sportifs et faire des performances, il faut se préparer. Donc les élèves ont été préparés par les professeurs, bien sûr, et là ils vont vraiment avoir la mesure de ce qu'ils peuvent donner et puis leur permettre de se préparer encore mieux pour le vrai bac qui va se dérouler au mois de juin. Dans 4 mois, tous ces élèves devront se confronter à l'épreuve finale. En attendant, ils leur font réussir cet examen qui compte pour le contrôle continu. Et si certains s'apprêtent à passer le bac en fin d'année, pour d'autres, l'heure de faire des choix a sonné. À cette occasion se tenait ce matin le premier forum des métiers et des formations au collège de Koungou. Celui-ci a été mis en place en collaboration avec la Cité des métiers et le CIO, Centre d'information et d'orientation. Les lycées professionnels ainsi que des personnes travaillant dans des domaines comme l'agriculture, le tourisme, la santé ou encore l'enseignement étaient présents. Une journée d'échange pour orienter les élèves dans leur future formation, un sujet signé Adèle Laurent. Des professionnels et des centres de formation étaient présents sur les lieux dans le but d'aider ces collégiens à choisir leur orientation. Ce forum s'adressait plus particulièrement aux élèves de 3e, année charnière pour ces jeunes. C'est une année d'orientation qui est déterminante pour leur avenir. En fin de 3e, ils doivent faire le choix entre une voie professionnelle ou une voie générale et technologique. Et ce forum a pour vocation de les aider à se projeter sur ce qu'est un métier, à mettre derrière les termes de diplôme des professions. Ces collégiens sont parfois dans le flou quant à leur choix de métier. Ce forum est donc indispensable pour les aider à se projeter, mais également pour développer leur ambition. C'est très utile parce qu'il y a des élèves qui, jusque-là, ne savent pas ce qu'il faut choisir comme orientation. Et parfois, ils choisissent par défaut, sans avoir réfléchi, sans avoir eu les informations nécessaires pour pouvoir mieux choisir une orientation. Les élèves étaient investis lors de cette journée et posaient beaucoup de questions, parfois un peu gênantes. Ils sont surtout intéressés quelle orientation il faut adopter et par la suite combien d'années d'études, est-ce que c'est dur, combien on gagne. Cette journée a été l'occasion pour certains de se renseigner sur le métier qu'ils voulaient faire et pour d'autres de se découvrir une vocation. On nous a fait explorer des travails, puis on nous guide dans le chemin qu'on veut prendre comme travail. Il m'a aidé à savoir les obstacles que je dois traverser pour être journaliste ou pour faire professeur. C'est bien parce que nous dit ce qu'on ne s'est pas appris. Je vois les autres travailler en mécanique et moi je regardais, je me dis pourquoi je ne suis pas le mécanique, parce que c'est mon rêve que je fais, le mécanique. Ces professionnels étaient présents pour expliquer leur métier et aiguiller ces jeunes, mais également pour essayer de leur communiquer leur passion. Le premier message que je veux passer, c'est l'amour du métier. Il faut aimer ce que l'on fait. Donc je crois que mon but ici, c'est pas de leur dire que le métier qu'ils choisiront, c'est le plus beau, le meilleur. C'est d'abord leur passer le message de bien connaître le métier afin de pouvoir persévérer dans ce métier.
Grâce aux conseils et aux informations fournies par les professionnels présents, les collégiens de Koungou pourront formuler leur intention provisoire d'orientation. Quant au choix définitif, ils devront le prendre au mois de mai. Une décision capitale pour leur avenir. Alors, je vous l'ai annoncé au début de ce journal, Pascal Priault est avec nous sur le plateau, secrétaire national de l'UNSA. Vous êtes en visite à Mayotte depuis cet après-midi. Vous êtes là pour 3 jours et vous avez des rencontres qui sont prévues, notamment avec le préfet. Alors, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi secrétaire national de l'UNSA vient à Mayotte ? D'abord, bonsoir, merci de me recevoir. Alors, notre visite a 2 objets. D'abord, elle s'inscrit dans un tour des régions françaises, partout où l'UNSA est implantée, sur l'ensemble des territoires métropolitains et des DROMCOM, dans le cadre des élections qu'il va y avoir dans les très petites entreprises, les entreprises de moins de 11 salariés et chez les particuliers employeurs. Donc, nous rencontrons nos sections sur cet objet. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment de rencontrer nos sections locales pour écouter ce qu'elles ont à nous dire, et elles ont des choses à nous dire ici sur la situation sociale, pour les faire remonter aux plus hautes autorités, si besoin est, pour renforcer leurs revendications, leurs demandes et surtout leurs propositions. Alors on imagine qu'en quelques heures, vous avez eu le temps d'en entendre des choses, parmi lesquelles, notamment l'insécurité, j'imagine. Comment vous réagissez face à cette situation à Mayotte ? Alors d'abord, je n'ai pas la prétention de réagir de l'extérieur sur une situation qui est une situation locale que je ne vis pas au quotidien. Par contre, j'ai écouté évidemment, et puis demain je vais continuer à écouter, et demain je vais aussi aller rencontrer le préfet avec une délégation pour lui dire que face à la situation, nous ce qu'on aimerait, c'est d'abord avoir un audit réel de la situation dans tous les domaines, sur le plan éducatif, sur le plan de la prévention, sur le plan des outils qui sont mis en place, parce que on peut pas dire que rien n'est fait, mais avant d'inventer des nouveaux outils, on aimerait évaluer ce qui est déjà mis en place pour mieux mesurer les causes, pour mieux mesurer les attentes et pour mieux proposer. Donc on est dans un état d'esprit d'écoute pour formuler des propositions et pour les faire remonter au plus haut niveau de l'État, parce que je crois que dans une société, aucun territoire ne peut être ignoré en matière d'éducation, de sécurité, de santé, et je sais qu'à Mayotte, les problèmes sont graves en la matière. Alors on sait que beaucoup de choses sont remontées, comme vous dites, au plus haut. Est-ce qu'aujourd'hui, votre voix sera mieux entendue, vous pensez ? Alors moi, j'ai pas de prétention que notre voix soit mieux entendue, mais j'espère qu'elle agrémentera ou elle s'agrégera à d'autres voix qui vont dans le même sens. C'est le sens d'améliorer la situation. Le but, il n'est pas d'avoir raison. Le but, il est de faire progresser positivement la situation. Donc, en effet, la demande de nos sections locales UNSA, que ce soit dans les syndicats de l'administration ou du privé, c'est de faire remonter leurs propositions parce qu'ils en ont. Merci beaucoup, Pascal Priault. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'UNSA et vous êtes à Mayotte pour 3 jours. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 24 février. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Placé sous réquisition du procureur de la République dans le cadre du renforcement de son action en faveur de la sécurisation des établissements et des transports scolaires, la gendarmerie a mené hier matin 2 opérations simultanées sur les secteurs nord et ouest du département. Le premier contrôle, qui s'est déroulé aux abords du collège de Dzoumogné, a permis de contrôler 50 bus scolaires. 2 élèves ont été découverts porteurs de couteaux et un 3e de 2 tournevis dissimulés dans son cartable. La même opération était organisée simultanément à proximité du collège de Tsingoni. Cela a permis de découvrir un morceau de miroir brisé dans un sac d'écolier. Ce matin, une nouvelle opération a eu lieu face au ponton sur des usagers de transport scolaire. Quelques clous, un morceau de miroir brisé ainsi qu'une bombe lacrymogène ont ainsi été récupérés par les fonctionnaires, tandis que la circulation a été fortement perturbée. Les autorités semblent donc avoir pris la mesure de la problématique sécuritaire en milieu scolaire et sur le réseau des transports. Reste à espérer que ces opérations seront conduites de manière régulière et qu'elles porteront leurs fruits. Le 31e Conseil des ministres de l'océan Indien se tiendra à La Réunion le vendredi 26 février prochain. À cette occasion, la France prendra la présidence de la Commission de l'océan Indien COI à la suite de Madagascar. Cette présidence tournante est annuelle et est assurée à tour de rôle par le ministre des Affaires étrangères de chacun des États membres. Le Conseil des ministres se réunit une fois par an en session ordinaire pour déterminer les axes principaux des actions qui seront conduites par la COI et délibère sur les dossiers préparés par les officiers permanents de liaison avec le concours du secrétariat général. La présidence française mettra l'accent sur 3 thèmes de travail: la sécurité des personnes et des biens, l'environnement et le développement économique.
Elle attachera aussi une attention particulière à la dimension transversale du lien francophone dans l'espace indien-océanique. Il reste à espérer que la présidence française permettra à Mayotte d'intégrer la commission, intégration qui a toujours été refusée par les Comores. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle aux Comores auront mis 48 heures avant d'être officialisés. À l'issue du scrutin, de nombreuses estimations provisoires ont circulé en fonction des médias et des partis politiques. Une guerre des chiffres entre info et intox. Finalement, la CENI a enfin dévoilé les résultats définitifs cette nuit vers 1h30 du matin. On apprend ainsi que 74% des électeurs se sont rendus aux urnes. Mohamed Ali Swali sort en tête avec 17,61%. Suivi de Mouni Baraka Saïd Swali avec 15,09%, tandis que le troisième qualifié pour le second tour n'est autre que l'ancien président Assali Assoumani avec 14,96%. Fahmi Saïd Ibrahim, le candidat de Sambi, annoncé dans un premier temps en tête, ne termine finalement que 4e pour un peu plus de 550 voix. Les candidats ont maintenant 5 jours pour introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et enfin, les petits écoliers de l'école élémentaire annexe ont fait leur défilé annuel du carnaval ce matin. Certains parents ont participé à l'événement pour encadrer plus d'une 60aine d'enfants. Costumés et masqués, la joyeuse petite troupe a déambulé dans les rues du chef-lieu. Parti de leur établissement scolaire, le collège est passé devant le commissariat avant de se rendre au vice-rectorat en chantant. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vigny. Déguisés en tortue, en papillon ou en sirène, l'univers des enfants était hautement représenté ce matin. Un défilé qui a su redonner des couleurs à la rue, le temps d'un défilé où l'ambiance était au rendez-vous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ce petit monde s'est bien amusé. Oui, les enfants se sont bien amusés, nous aussi, parents, on s'est bien amusés et les professeurs aussi sont bien amusés. Tout le monde a passé un bon moment. Dans le carnaval, j'ai aimé quand on a chanté, quand on a fait un petit peu le tour de l'école. Et tu t'es déguisé en quoi? J'étais déguisé en chinois. Déjà tout, maintenant on a sauvé un piripipizile, on a musique à Sarialo, on a musique à ambiance, maintenant carnaval on a ambiance. Partis de leur établissement, ils ont pris la direction du commissariat pour finalement retourner à l'école en passant par le vice-rectorat. Le carnaval permet aux enfants de se familiariser avec l'art visuel, la peinture ou encore l'expression scénique. Les professeurs, comme chaque année, programment le défilé avec en tête de faire de ce moment un instant inoubliable. Plusieurs thèmes ont ainsi été sélectionnés pour la fabrication des masques de carnaval. Il y a eu 9 classes de l'école maternelle et puis il y a eu tous les CP, les CE1 et une classe de CE2 qui ont participé au carnaval. C'est un projet commun entre l'école maternelle et l'école élémentaire. On a décidé de cette date-là en début d'année et après tous les enseignants avec leurs élèves ont travaillé en art visuel afin de confectionner des costumes. Donc effectivement on a essayé de choisir une couleur par classe et après le thème était libre. Fiers d'avoir présenté leur carnaval 2016, c'est impatient que parents et enfants nous donnent rendez-vous l'année prochaine. Heureux que leur défilé passe dans le journal de ce soir, les petits écoliers ont improvisé un petit chant pour l'occasion. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. La suite des programmes avec la météo présentée par Ornella Perrine. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Christophe Pérez. Il était ce matin au micro de Patrick Millan qui aura le plaisir de vous accueillir demain dans la matinale. À 6h30, il recevra le collectif de la Smart qui viendra exprimer sa colère. À 7h, El Mamoun, Mohamed Nassur et Elad Chakrina prendront le relais pour parler de cette journée d'alerte sur l'explosion sociale prévue le 1er mars prochain. Et enfin, à 7h30, la parole sera donnée à Fatima Soufou, première vice-présidente du conseil départemental. Avec elle, il sera question de l'octroi de mer. Excellente soirée à vous sur KTV.